Bonsoir, bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferré. L'exportation du pétrole nigérien serait l'objet d'un duel secret entre le président béninois Patrice Talon et la filiale de la société CNPC WAPCO. C'est une information rapportée par le quotidien nigérien privé d'information générale à l'enquêteur. Au vu des faits produits et de la succession des événements, le Niger doit se méfier du partenaire stratégique chinois qui ne joue pas franc jeu dans cette crise, selon le journal L'Enquêteur. D'autres précisions avec Ablaziz Mahamadou. C'est dans sa parution de ce mardi 11 juin 2024 que le quotidien nigérien d'information privée L'Enquêteur a rapporté l'information. L'exportation du pétrole nigérien serait l'objet d'un deal secret entre le président béninois Patrice Talon et la filiale de la société chinoise CNPC WAPCO. À en croire le confrère, le premier chargement de barils de pétrole brut au terminal de Sémépoyi le 19 mai 2024 a chargé plus d'1 million de barils. L'opération s'est déroulée au niveau d'un site où les Nigériens n'avaient pas eu accès. Dans ce qui est considéré comme un deal entre Patrice Talon et WAPCO, il aurait été proposé à Patrice Talon à titre personnel 11 000 barils de brut à chaque chargement. Le président béninois serait en train de construire sa propre raffinerie avec l'aide des Chinois selon l'enquêteur. C'est ce qui expliquerait, selon le confrère, l'attitude de Patrice Talon qui fait feu de tout bois pour empêcher la présence des Nigériens à l'embarquement du pétrole sur les navires. Le Bénin et la société WAPCO joueraient-ils un jeu trouble? Tout laisse à le croire, car l'interpellation par Cotonou des 5 Nigériens aurait été planifié pour empêcher à ceux-ci de participer au chargement d'un second navire devant transporter 146 000 tonnes de pétrole brut, soit 1 076 020 barils. Les Nigériens arrêtés avaient été introduits sur le site pétrolier par le représentant du WAPCO Bénin. Au quotidien nigérien de s'étonner sur le fait que les Chinois et les Béninois qui les ont fait entrer soient eux en liberté et pas qualifiés de terroristes. Selon les indiscrétions du journal, lors des discussions pour obtenir la libération de nos compatriotes, l'ambassadeur de Chine au Niger aurait proposé à Niamey de s'excuser auprès de Patrice Talon et d'accepter de ne pas participer au chargement du pétrole d'Agadem à Sémépoyi. Cette succession de faits constitue à tout point de vue des raisons objectives pour le Niger de se méfier également du partenaire stratégique chinois qui ne joue pas franc jeu dans cette crise. Cérémonie de l'atelier de renforcement de capacité des forces de défense et de sécurité ce matin à l'école de la gendarmerie nationale. L'atelier qui se tient sur 2 jours a pour thème éthique et déontologie du personnel des FDS. Abdurrahman Noussa Issa et Ablaziz Jibrila. Je déclare ouvert l'atelier de renforcement de capacité du personnel des forces de défense et de sécurité. C'est par ces mots que le haut commandant de la gendarmerie nationale a lancé le début de cet atelier de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité sur l'éthique et la déontologie du personnel des FDS. Mais juste avant, le colonel-major Abdoulaye Hima Karimou a tenu à justifier et à placer dans son contexte la tenue du dit atelier. Le respect de ses valeurs morales et militaires est le premier ressentiment de notre raison d'être vis-à-vis de la population. Nous devons faire honneur à la tenue que nous portons et cela renforcera davantage la confiance que place la population en nous. Faisant partie intégrante de la société, les FDS doivent garder à l'esprit le souci de conserver l'image de marque et le prestige des institutions militaires et sécuritaires. Cela passe incontestablement par le respect des bonnes mœurs, des règles d'éthique et de déontologie. Pour rappel, l'éthique concerne les valeurs individuelles et la déontologie, celle de l'ensemble d'une société. Présent pour la circonstance, le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Abdou Assouman Harouna, a loué le sacrifice de tous, insistant au passage sur l'entendement que devrait avoir le soldat de l'éthique
et la déontologie. Entre les militaires, les gendarmes, les gardes, les forestiers, les douaniers, les policiers, que nous ayons une seule conscience, un seul esprit, parce que nous défendons une seule patrie. C'est le Niger. Il y en a qui, devant les difficultés, mon colonel-major, ont fui pour aller ailleurs. Mais nous n'allons pas fuir, nous, parce qu'on n'a pas où aller. Nous allons rester pour défendre ce que nous devons défendre. C'est le Niger. C'est ça qui fait appel à l'éthique, à la conscience citoyenne et au devoir patriotique qui doit dicter le comportement de chacun de vous aujourd'hui. Le secrétaire général de la haute autorité à la consolidation de la paix, dont l'institution collabore dans la tenue de cet atelier, a rappelé l'intérêt d'une telle activité et celui du thème choisi. La pertinence du choix du thème est à mettre en lien avec les préoccupations sécuritaires actuelles du pays auxquelles les plus hautes autorités, sous la conduite éclairée du général de brigade Abdourahmane Chani, chef de l'État, accorde une priorité cardinale. La conquête de la dignité et de la souveraineté rime forcément avec les pratiques qui vont avec, c'est-à-dire des pratiques et attitudes dignes et patriotiques. Autrement dit, celles du vrai et bon soldat. Un autre atelier, mais cette fois-ci de planification de l'année fiscale 2025 du projet Jagoranchi mis en œuvre par Contrepart International. Ses partenaires dans les régions de Zander, Maradi, Dosso et Tillabéri à travers 26 communes. Jagoranchi est financé par le peuple américain à travers l'USAID. Boukar Amadou et Ibrahim Ousmane. Autorités centrales, régionales, départementales, communales et coutumières, les services techniques centraux et déconcentrés de l'État, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, les acteurs de mise en œuvre, tous réunis pour cet atelier de planification des activités du projet USAID Jagoranchi pour l'année fiscale 2025, mis en œuvre par l'ONG Contrepart International sur le financement de l'USAID. L'année passée à Maradi, nous avons tenu un exercice similaire, fondé sur une approche participative et inclusive avec toutes les parties prenantes du projet. Cet exercice de Niamey se veut également participatif, en incluant tous les acteurs clés du projet qui sont là avec nous aujourd'hui. La mise en œuvre de cette troisième année d'activité du projet nous aura permis d'interagir de manière participative et inclusive avec les communautés, avec les administrateurs délégués, pour être aujourd'hui des partenaires solidaires et soucieux de l'émergence de la gouvernance locale plus participative et inclusive au Niger. Cet atelier viendra confirmer cela et prouver combien de fois nous devons mutualiser nos efforts pour faire de la gouvernance résiliente une réalité, voire un credo pour notre génération actuelle et future. Ce projet fait partie de l'approche régionale de l'USAID visant à renforcer la résilience et à promouvoir la bonne gouvernance. Jagoranchi s'inscrit dans une approche globale et complète nos efforts pour soutenir le développement du Niger en renforçant le contrat social entre le Niger et sa population. Ensemble, nos efforts contribueront à favoriser la résilience continue des individus, des familles et des communautés dans 26 communes des régions de Dosso, Maradi, Tillabéri et Zinder. Le projet, Madame et Monsieur de Jagoranchi, fonctionne selon une approche inclusive en étroite coordination avec les services techniques au niveau central, régional, départemental et municipal. Le projet Jagoranchi constitue donc un véritable outil de résilience des populations aux yeux des plus hautes autorités, d'où l'importance de cet atelier de planification de l'année 2025. De façon spécifique, Jagoranchi améliore la compréhension des responsables locaux de leurs responsabilités en matière de gouvernance communale pour résoudre
les défis locaux, renforce la capacité de communes à remplir leurs fonctions clés et enfin promeut la sensibilisation des initiatives des citoyens pour relever les défis partagés. Comme vous pouvez déjà le constater, le projet Jagoranti s'aligne parfaitement sur les orientations et les priorités du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie, notamment le renforcement de la gouvernance, de la paix, de la sécurité et l'amélioration de la participation citoyenne et l'inclusion sociale. Cet atelier de 3 jours aura donc pour but de définir les priorités du projet pour l'année fiscale 2025, notamment celle allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Autre aspect de cette édition, en prélude à la célébration de la journée de l'enfant africain de chaque 16 juin, ce matin, les activités entrant dans le cadre de cette journée ont été officiellement lancées. C'était en présence de plusieurs enfants et organisations internationales. D'autres précisions dans ce compte rendu. C'est à l'école des sourds de Niamey que les activités entrant dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain, édition 2024, ont été officiellement lancées sous le parrainage du ministre de la Santé publique en présence des organisations internationales. Une journée instituée en 1991 par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'OIA pour permettre à la communauté internationale de se rappeler des événements du 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud, où plusieurs enfants ont été massacrés. Le ministre de la Santé publique, au cours de cette rencontre, s'est penché sur l'importance du thème choisi et l'intérêt que les autorités accordent aux enfants nigériens. Je voudrais également évoquer toutes les mesures que le CNSP et le gouvernement mettent en œuvre pour assurer la sécurité, notamment dans les zones où l'insécurité a contraint les populations à se déplacer, obligeant ainsi les enfants à abandonner leurs écoles et leurs lieux d'apprentissage. Face à cette situation, l'État a mis en place des écoles passerelles et de seconde chance, ainsi que des centres d'apprentissage professionnel au niveau des sites déplacés. Le thème de cette année a été choisi, c'est pour sensibiliser les communautés et les décideurs à plus d'implication pour l'œuvre de politiques et stratégies visant à promouvoir l'éducation et la promotion des droits de l'enfant. La journée de l'enfant africain constitue une occasion de mener et faire le point sur les engagements pris pour relever les nombreux défis auxquels les enfants du continent sont confrontés. La journée du 16 juin est aussi l'occasion de rappeler l'importance de soutenir tous les enfants, de se mobiliser pour défendre le respect des droits et de la dignité de chacun d'entre eux. Dernier aspect de cette édition, les fidèles musulmans observeront le samedi 15 juin prochain le jeûne d'Arafat. Ce jour, le point culminant des 10 premiers jours de Zulhijja où Allah a franchi autant donc des serviteurs de l'enfer. Plus de précision avec Hussein Hassoumi. 9e jour du mois de Zulhijja, éveil de la fête de l'Aïd el-Hadha. Le jour d'Arafat est le jour le plus sacré de l'année où il est vivement recommandé à ceux qui ne sont pas en pèlerinage d'observer un jeûne. Prévu cette année pour le samedi 15 juin, ce jour d'Arafat est un jour béni avec plein de particularités. C'est un jeûne surérogatoire pour celui qui a la possibilité, pour celui qui peut jeûner ça. Donc il ne faut pas qu'on rate ce jour-là. Donc c'est un grand jour et c'est un jour que le musulman devrait faire beaucoup d'invocations. Et c'est même un jour que les pèlerins qui sont partis au Hajj, c'est le meilleur des jours pour eux aussi, parce que le prophète alayhi salam a dit Al-Hajju Arafah. Donc c'est le jour où les pèlerins vont se stationner au niveau du mont Arafat. Et le prophète a dit tout celui qui a raté le stationnement de Arafat n'a pas de Hajj. Donc pour cela, même pour les pèlerins, c'est un jour spécifique, c'est un jour spécial
Donc ils devront beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala au niveau du Hajj. Donc toute la journée, ils vont partir de l'aube au mont Arafat. Après, ils vont passer toute la journée en train d'invoquer. Par rapport à la question s'il faut jeûner un samedi ou pas, Oustaz Suleiman a levé l'équivoque. Il y a un hadith que beaucoup de marabouts ont dit que ce n'est pas un hadith authentique. Donc là où on disait que le prophète alayhi salam a dit il ne faut pas jeûner le jour et le samedi. Il ne faut pas jeûner le samedi parce que, sauf si les jours obligatoires comme pendant le mois de Ramadan. Donc ce hadith-là, il y a beaucoup de marabouts qui ont dit que ce n'est pas un vrai hadith, ce n'est pas un hadith authentique. Donc pour cela, on ne peut pas s'appuyer sur ces hadiths-là pour prendre un jugement. Et ensuite, il y a beaucoup de marabouts qui disent, même si c'est authentique, c'est le fait de jeûner uniquement le samedi, c'est ça qui est interdit. Mais il y a d'autres hadiths qui prouvent que on peut jeûner le vendredi ou le samedi, bien samedi, dimanche. Il y a des hadiths qui ont dit que le prophète alayhi salam, la majorité des jours qu'il jeûne, c'est les samedis et dimanche. Il dit que c'est le jour des fêtes des non-musulmans et il veut que lui, leur fête, en fêtant leur fête, et qu'il soit en train de jeûner. Donc pour cela, il n'y a pas d'interdiction, Inch'Allah, le fait de jeûner le jour d'Arafat. L'islam a été parachevé pour toute l'humanité le jour d'Arafat où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de son dernier pèlerinage, a prononcé son sermon d'adieu devant un rassemblement de plus de 100 000 musulmans. Il est recommandé de jeûner avec sincérité, multiplier les bonnes œuvres et d'éviter de persévérer sur les grands péchés pour avoir ses péchés de 2 années pardonnés. La meilleure invocation à réciter tout au long de la journée est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.